Bonjour à tous. Pour le Zoom, aujourd'hui, je reçois Alexandra Henrion-Côte. Bonjour madame. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vais vous présenter, ça va être un peu long parce que vous avez de nombreux titres, mais je vais m'y appliquer. Généticienne, spécialiste de l'épigénétique, on en dira quelques mots. Ancienne directeure de recherche à l'INSERM, actuellement directeur de l'Institut de recherche Simplissima et également membre du comité éthique Île-de-France qui a été monté donc dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Est-ce que j'ai tout bon ? À peu près. Absolument. Alors, Alexandra Henrion-Côte, aujourd'hui, on va essayer de s'attacher au sujet qui inonde les médias depuis plusieurs mois, évidemment, cette pandémie de Covid-19. On en parle tous les jours sous de nouveaux aspects. On va essayer, pour commencer, de remonter aux origines. Quand on regarde la séquence du génome de ce virus, on est immédiatement interpellé par l'existence de petites séquences qui sont un petit peu comme des petites signatures d'autres séquences qu'on connaît par ailleurs et qui confèrent des fonctions, qui donnent la possibilité à la machinerie des cellules de faire des choses avec ce fameux virus. Parce qu'un virus, c'est pas un être vivant. S'il est tout seul et qu'il bouge pas, il n'est pas capable de se répliquer. Il a besoin de vous infecter pour pouvoir être répliqué. Donc il a besoin de votre machinerie cellulaire. Et là, ce qui est intéressant avec le SARS-CoV-2, c'est que l'existence, il y a une petite séquence, pour moi, entre S1 et S2, qui est unique au SARS-CoV-2. Dans l'alignement qui peut être fait sur tous les coronavirus dans toutes les espèces animales et humaines donc on pourrait se dire c'est arrivé par hasard, c'est un nouveau virus. D'abord, il est arrivé très miraculeusement à la jonction de deux segments de protéines S1 S2. Donc là, c'est déjà l'endroit est quand même particulier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est entre deux messages. Et donc, si jamais je donne une fonction entre ces deux messages, je vais pouvoir, par exemple, faire une coupure, ce qui est le cas, qui, du coup, donne à la capacité... Coupure tombe bien. La coupure tombe bien. Voilà, la mutation est opportune. Et qui plus est, à la limite, on pourrait se dire c'est par hasard, c'est tombé dedans. Mais l'autre chose qui est vraiment étonnant si on pense à une évolution naturelle, c'est qu'elle donne une fonction chez l'homme d'être reconnu par la machinerie humaine et justement, du coup, d'être possiblement répliqué. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on ne peut jamais exclure une évolution naturelle, mais véritablement, quand on regarde la séquence, ce qu'il y a de plus probable, c'est quand même un engineering, une manipulation que l'homme aurait fait pour créer des fonctions. En tout cas, il ne se serait pas pris autrement. Alors, qu'on comprenne bien, donc, il est possible que ça vienne de mutations qui viennent de l'animal. Il est aussi probable, voire plus probable, que ce soit issu d'une manipulation humaine. Pour autant, cela ne signifie pas que la manipulation humaine avait pour but de créer une pandémie mondiale, comprenons-nous bien. C'est exactement cela, et c'est pour ça que j'aime pas trop parler de l'origine du virus, puisqu'on est encore au stade de supputation, et que des façons de sortir d'un virus, elles peuvent être quand même multiples, même dans des laboratoires P4, parce que, encore une fois, l'erreur est humaine, et nous l'avons vu à Lyon. Et quand on arrive à avoir un SDF à l'intérieur d'un laboratoire, on peut imaginer qu'un virus se faufile à l'extérieur. Une étudiante, peut-être en phase en doctorante ou autre, ou même quelqu'un de plus expérimenté, fatigué, des erreurs peuvent être commises et je peux vous dire que des animaux génétiquement modifiés sont sortis de nos enceintes de laboratoire alors même qu'on avait des enceintes qui devaient ne pas permettre qu'ils s'en échappent. Mais voilà, l'erreur étant humaine, c'est quelque chose qui est
envisageable. Alors, vous l'avez dit, au niveau des traitements, on n'a pas non plus fait preuve d'une fulgurante perspicacité, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu beaucoup de débats, notamment avec les préconisations de Didier Raoult, le professeur Raoult, donc de l'IHU Méditerranée à Marseille, qui préconisait la fameuse hydroxychloroquine couplée à l'azithromycine, donc. Mais on a très peu parlé, finalement, on a parlé des facteurs de comorbidité pour les gens qui mouraient du Covid-19, mais on a très peu parlé finalement de la nécessité d'avoir une bonne hygiène de vie, d'être en bonne santé. Ça tombe pourtant sous le sens, mais les défenses immunitaires, de fait, fonctionnent mieux quand on est en bonne santé à la base. Ouais. Et puis on a eu aussi suffisamment parlé de l'âge médian des décès, qui était quand même 80-81 ans, ce qui est quand même pas rien. C'est-à-dire que c'est quand même un âge finalement équivalent à l'âge des décès attendus. L'espérance de vie. À l'espérance de vie. Donc, et je ne comprends pas ça non plus. Pourquoi est-ce que personne n'en a parlé? C'est que finalement, les décès dans la grande majorité. Il faut dire qu'on a pu faire confiance aux EHPAD aussi pour remonter considérablement l'âge des décès. Je ne sais pas si les décès des EHPAD étaient pris en compte comme Covid-19 ou pas Covid-19. Donc, il faut voir aussi au niveau comptabilisation. De fin mars, je crois. À partir de fin mars. Donc, vous voyez, voilà, du coup, du coup, dans l'absence de soins qu'ils ont reçus, ou la raréfaction, on va dire, de soins, et notamment affectifs, et on sait comme l'affectif est important pour les défenses immunitaires, c'est difficile de faire sa comptabilité là-dedans. Vous parliez du système immunitaire, et c'est un point absolument central, à mon avis, de toute cette crise. Pas crise Covid. Qu'est-ce qui est important? C'est quoi être en bonne santé? En fait, c'est que nous avons, quand nous sommes en bonne santé, nous avons la capacité de faire face à peu près tout virus, tout bactérie pathogène, et nous avons le système de défense qui nous a été donné pour le combattre. Et ce système immunitaire, c'est finalement un capital santé qui nous est propre. Et donc, et qui s'entretient. Et qui s'entretient. En faisant du sport, donc en évitant d'être confiné pendant 2 mois, en ayant une bonne aération, une bonne oxygénation, c'est-à-dire en évitant de mettre des masques, en ayant une bonne alimentation, c'est-à-dire en ayant la liberté de sortir, acheter tout ce dont on a besoin là où il le faut, pour avoir la diversité alimentaire qu'il nous faut. Vous voyez déjà ce que je viens d'énumérer, sur 3 points, on les a le contraire. On a le contraire, et donc on est là en définition même d'être en diminution du système immunitaire. Autre chose qui diminue fortement le système immunitaire, le stress. Plus, si je vous mets à nouveau en quarantaine dans une chambre de ce studio et que je vous fais peur à longueur de temps et qu'après je vous sors de ce studio, je vous garantis que votre système immunitaire a été affaibli et que vous risquez de tomber malade, non pas parce que vous étiez avec un facteur de comorbidité, mais véritablement parce que vous avez affaibli vos chances de combattre normalement le virus ou la bactérie. Et puis l'autre aspect, c'est que ces virus et bactéries peuvent venir de l'extérieur, mais ils viennent souvent aussi de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on crée des déséquilibres dans notre flore bactérienne ou virale qui font que, en fait, tout d'un coup, on va devenir malade. Alors, Alzheimer a même une piste de cette petite bactérie qui est déséquilibrée au niveau de la bouche et qui, du coup, monte dans le cerveau. Donc, vous voyez l'importance d'une bonne aération de la bouche pour éviter ces déséquilibres qui peuvent se créer et éviter des Alzheimer, des diabètes et autres maladies qu'on nous dit chroniques. Donc voilà. C'est assez paradoxal parce que c'est au moment où on découvre toutes les merveilles du fait que vous êtes plus de bactéries que de cellules humaines, et l'importance de cette richesse qui est votre, on dit microbiome, c'est l'ensemble de toutes vos petites bestioles, et on découvre toute la richesse et l'importance, et paradoxalement, c'est le moment où on dit, on va appauvrir ça en vous collant un mouchoir, et moi j'aime bien dire,
Élise, et si avant cet épisode de folie collective qui nous mène dans le mur d'une économie abîmée colossalement en profondeur, je vous avais dit, prenez un mouchoir. Sortez un mouchoir parce que vous êtes gentille, complaisante. Et obéissante. Je ne sais pas si vous l'étiez à l'époque. Maintenant, vous l'êtes devenue, ça c'est certain. Et je vous dis, crachez 2-3 fois sur votre mouchoir. Et là, je vous dis, maintenant, vous le gardez pendant 2-3 heures là, sur votre nez. Est-ce que vous l'auriez fait ? Vous ne l'auriez pas fait et vous seriez dit, elle est dingo celle-là. Eh bien, vous ne l'auriez pas fait. Vous ne l'auriez pas fait par votre bon sens. C'est-à-dire que vous auriez su que je vous racontais quelque chose de bizarre qui allait vous déséquilibrer sans que vous sachiez exactement quoi. Et voilà, et en fait, ça appelle à votre bon sens, c'est-à-dire qu'effectivement, les petites mailles des masques qu'on utilise, d'ailleurs, il est bien marqué sur chaque boîte de masque qu'elles ne protègent pas du tout du Covid. Non, regardez, ce soir en rentrant chez vous, si vous avez une boîte, regardez donc, je vous invite. C'est parce qu'effectivement, les mailles sont tellement énormes qu'elles laisseraient passer des centaines de milliers de particules de virus, de coronavirus. Donc voilà, on a... Alors j'ai cru comprendre que vous étiez sceptique sur les masques. J'ose imaginer que vous êtes d'autant plus sceptique. Je ne suis pas sceptique sur les masques contre le Covid-19. Lorsque c'est utilisé comme il le faut, au moment où il le faut, par une population qui sait l'utiliser, etc., etc. Donc j'étais une des premières à dire que et le masque dans les pays asiatiques, ça avait permis de freiner. Pourtant, ils n'avaient pas confiné. Donc ça dépend. En fait, à chaque fois, vous voyez, le confinement à Mayotte, ça a été une catastrophe. Donc en fait, ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que notre population, elle est tactile, elle a tendance à mettre la main au visage, ou elle a un rapport au corps plutôt froid. Nous sommes des latins, et donc nous portons nos mains au visage parce que nous parlons avec nos mains, et du coup, nous touchons tout le temps notre masque, et donc quand nous touchons notre masque, nous faisons un espèce de bouillon de toutes nos mauvaises bactéries et virus que nous avons exhalés, qui auraient dû être dilués dans l'air et qui sont là concentrés et que je vous colle partout sur le plateau. Donc